Bien, alors comme je l'avais annoncé, on a des domaines d'application variables dans cette première partie de cet après-midi, puisque là, je vais vous parler d'un problème qui est né en fait de la création d'un nouveau laboratoire, l'Institut Pascal à Clermont, qui regroupait des gens qui travaillaient sur des domaines différents, donc nous, entre autres sur les méthodes probabilistes, et des gens qui étaient plus dans le génie biochimique et pour certains travaillaient sur les problèmes de texture, en particulier de produits alimentaires. Et on nous a demandé d'essayer de trouver des collaborations entre nos différentes équipes. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de voir si on pouvait utiliser des méthodes probabilistes qu'on utilisait, nous, dans le domaine de la mécanique et du génie civil, dans un autre domaine qui est celui des produits alimentaires et des propriétés de texture en particulier. Et c'est ce que je vous présente, c'est le travail qui a été l'objet d'un stage de master recherche de Benjamin Gouriou, et encadré donc par Christophe Vial du département en question qui travaille en génie biochimique, je dirais, et moi-même. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont des problèmes pour arriver à identifier des propriétés des aliments, en particulier la texture, qui est un des 4 facteurs de qualité, en plus de l'aspect de la saveur et des propriétés nutritionnelles. Il s'agit en fait, contrairement à ce que nous, on a l'habitude de manipuler, pas d'une propriété unique, c'est un ensemble de caractéristiques physiques. Et cette texture est liée d'une part à la fabrication, mais aussi à la stabilité et à la conservation, je dirais, des produits alimentaires. Cette quantité est assez délicate à définir parce que c'est une réponse à des stimuli, et donc en général, ce genre de grandeur est mesuré par des testeurs, un panel de testeurs, de goûteurs, qui vont donner des réponses à partir d'une grille de lecture. Mais c'est vrai que ce genre d'essai est relativement long et coûteux. Et d'autre part, même si on travaille souvent avec des testeurs qui sont formés, je dirais, produit des résultats qui peuvent être subjectifs. Donc l'idée qu'ils avaient, c'est plutôt de travailler avec des méthodes instrumentales qui, a priori, devraient être moins subjectives, donc plus reproductibles et plus précises. Cette propriété de texture, après en avoir discuté un petit peu avec eux, elle est quand même assez liée aux propriétés mécaniques, et donc on s'est dit, on va essayer de partir d'un essai très simple et courant pour nous, un essai de compression, et à partir de là, d'essayer de remonter à des résultats intéressants. Ce qu'il y a, c'est qu'ils font déjà des essais avec plus des rhéomètres que des presses. On verra que ça a été un peu le problème de travailler avec des instruments différents. Mais de toute manière, ils ont constaté aussi bien sur les propriétés géométriques d'un produit industriel comme dont on va parler bientôt, qu'il y a des variabilités des propriétés géométriques et aussi des premiers résultats mécaniques. Donc, l'idée est venue, essayons de voir ce que les méthodes d'éléments finis stochastiques en général peuvent apporter à l'étude de ce genre de problème. Alors après, sur quel produit alimentaire va-t-on travailler? L'idée aussi, c'était donc de faire des éléments finis et d'avoir un modèle mécanique pas trop compliqué. Donc on est assez vite allé vers des éléments secs. Et un produit industriel de ce type-là, ils avaient l'habitude, ils en avaient un sac dans le labo. On est parti sur des croquettes pour chat. Donc voilà, donc on va faire des éléments finis sur des croquettes pour chat, ce qui est original. Donc le plan de l'exposé est assez classique, lui, puisqu'on va d'abord déterminer un modèle déterministe, que ce soit en termes de géométrie ou de propriétés mécaniques, et ensuite mettre des outils stochastiques là-dessus pour voir ce qu'on arrive à en tirer. Alors dans ce sac, il y avait plusieurs formes de croquettes, et on a retenu celle qui était la plus présente, c'est-à-dire les pentagones, et qu'on a décidé de caractériser par 3 paramètres. La hauteur, qui a été reconnue lors de l'essai de compression, finalement, lorsqu'on arrivait en contact, on en déterminait une hauteur moyenne. Et après, on a estimé qu'on pouvait représenter les pentagones par des ellipses. Et donc, l'étudiant qui, en fait, était ni mécanicien ni biologiste, c'était un informaticien. L'étudiant master, donc, manipulait bien les outils de traitement informatique et a dit, on peut faire du traitement d'image là-dessus, donc il faut scanner des croquettes. Donc il a mis des croquettes dans la photocopieuse, et à partir du scan, il en a fait du traitement d'image pour arriver à ajuster les paramètres d'ellipse. Donc ça, c'était pour la partie paramètres géométriques. Pour la partie mécanique, on a dit on va faire des essais, voir un petit peu comment ça se comporte.
La difficulté, c'est qu'eux, ils avaient l'habitude de travailler avec un rhéomètre qui va jusqu'à 50 newtons avec une bonne précision, mais par contre, on n'arrivait pas à casser les croquettes avec le rhéomètre. Donc, d'un autre côté, on est allé chercher la presse que nous, on utilise, qui par contre a des capacités bien plus importantes, mais une précision un peu plus faible. Donc, il a fallu trouver des méthodes, là aussi, pour avoir de la précision sur le début de la courbe avec le rhéomètre et avoir des valeurs de rupture un peu moins précises avec la presse hydraulique, sachant qu'on était dans la plage où la précision était mauvaise, donc il y a eu un traitement des résultats pour arriver à lisser des courbes. Je vous passe les détails. Ce qu'on a constaté sur cette figure, c'est qu'entre le premier chargement et le deuxième chargement, on avait quand même des différences assez importantes, d'où l'idée que j'ai proposé d'utiliser un modèle qu'on utilise pour des matériaux qui présentent en gros ce genre de comportement, c'est-à-dire des bétons, puisque finalement c'est un béton avec des agrégats différents, je dirais. Et donc on a utilisé le modèle de Mazars pour représenter le comportement de ces croquettes. Donc un comportement, voilà, endommageable, puisqu'on avait une différence entre premier et deuxième chargement. Et voilà, j'avais l'habitude de manipuler Mazars, donc on a dit on va prendre Mazars, régulariser par l'énergie de fissuration pour arriver à faire des calculs relativement facilement. L'avantage aussi, c'est qu'on avait un nombre de paramètres relativement raisonnable, puisque pour la partie élastique, on avait ENU, et pour l'endommagement, les résistances en compression, traction, la déformation limite en compression, l'énergie, puis il y en a deux autres qu'on a déduits, je dirais, des précédents. Le calcul a été mené, bien sûr, par élément fini avec le logiciel CAS3M. Et après, il fallait identifier les paramètres de ce modèle. Alors, certains étaient assez simples à estimer à partir des essais de compression, sachant que là encore, voilà, entre rhéomètre et presse, il fallait choisir le plus adapté. Par contre, pour les trois derniers, d'une part, on n'allait pas faire des essais de traction, parce que là, sur les croquettes, je ne sais pas comment on aurait fait. Et le module de coefficient de Poisson, on a essayé par traitement d'image, mais ça ne donnait rien du tout, puisque là aussi, on pouvait essayer de mesurer les déformations dans les deux directions lors de l'essai, ça n'a pas été concluant. Donc finalement, il y a les trois paramètres qui sont... les trois derniers ont été obtenus par analyse inverse, en recalant le résultat d'un calcul à des résultats d'essai, et on arrive à avoir des choses qui sont relativement satisfaisantes, comme vous pouvez le voir sur la figure de droite. Donc voilà, on avait un modèle déterministe, aussi bien pour ce qui est de la géométrie que de la mécanique. Et à partir de là, on a voulu introduire l'aspect probabiliste. Donc il a fallu les variables d'entrée, c'est les 9 variables dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les 3 variables géométriques, l'épaisseur et les 2 diamètres de la croquette idéalisée, et les paramètres mécaniques que je viens de citer. Alors on a fait un certain nombre d'essais pour arriver à identifier des lois qui se sont retrouvées être des lois gaussiennes qui collaient assez bien, donc et bien sûr avoir des moyennes et des coefficients de variation, alors qui ont des plages assez différentes selon qu'on ait des paramètres mécaniques comme le module ou de géométrie comme l'épaisseur. En termes de variables de contrôle, on en a retenu 5, 3 caractérisant la réponse globale, donc la force maximale obtenue lors de l'essai et le déplacement correspondant, et la valeur finale, puisqu'il y avait bien sûr une décroissance et une chute, pour le déplacement imposé, qui était le même lors de tous les essais, puis 2 variables qui étaient plus caractéristiques de l'état interne, qui était le volume endommagé. Alors là, il a fallu se donner un critère, donc on a décidé que ce serait le volume des éléments pour lesquels l'endommagement, qui varie entre 0 et 1, serait supérieur à 0,6, et la valeur, où qu'elle soit dans l'échantillon, de l'endommagement maximal. À partir de là, on a fait assez classiquement, en 2 étapes. Une première étape d'analyse de sensibilité avec la méthode de Morris. Alors plutôt que de garder les 2 paramètres qui sont moyenne et écart type, on les a regroupés, c'est assez classique, en un seul, ce qui permet, donc on le verra, d'avoir une lisibilité, je dirais, un peu plus importante des résultats de cette méthode de criblage. Et ensuite, on a voulu calculer des indices de sensibilité globale par décomposition de la variance, des indices de Sobol, ce qui s'obtient relativement bien par simulation de Monte-Carlo, mais qui est une technique coûteuse, si on voulait le faire sur le modèle lui-même. Du coup, on a utilisé une méthode de colocation qui a déjà été évoquée, basée sur les polynômes de Lagrange, pour avoir une surface de réponse et faire de la sorte des simulations à coût quasi négligeable. En termes de résultats,
À gauche, vous voyez les valeurs du fameux coefficient global GI étoile pour chaque réponse, donc une couleur par variable de réponse. Et là encore, on voit que ce n'est pas forcément très facile à lire. Donc on a décidé, ce qu'on entendra d'autre part par la suite, d'utiliser les fréquences relatives cumulées, puisque ça va entre 0 et 1, et de se fixer un seuil de 0,95. Et là, pour la réponse numéro 2, mais ce genre de choses s'est retrouvé pour les autres variables, de s'apercevoir que les 4 variables, la limite en traction module Young, diamètre maximal et épaisseur, étaient suffisantes pour avoir une bonne représentation de la variabilité. À la suite de ça, on a bien sûr pu utiliser la méthode de colocation pour faire par la suite les simulations de Monte-Carlo. Au passage, on a tenu compte des corrélations qu'on avait pu mesurer lors de la partie expérimentale et on a pu calculer de la sorte, d'une part, les moyennes et les écarts types de nos variables de sortie et, par simulation de Monte-Carlo sur la surface de réponse, obtenir la densité de probabilité des variables d'intérêt. Je vous en présente une ici. Ce qu'on peut remarquer, les 3 valeurs entourées, c'est qu'on a des coefficients de variation importants, plus importants sur certaines variables par rapport à d'autres. Pour terminer, rapidement, donc on a calculé les indices de Sobol par simulation sur cette surface de réponse toujours, qui nous ont permis en gros de confirmer, enfin pas de confirmer, on a retrouvé un certain nombre de résultats qui étaient conformes à ce qui avait été obtenu par la première étude avec Maurice, et de voir que finalement il y avait peu d'interactions puisque les indices d'ordre 2 et 3 étaient faibles, donc les indices d'ordre 1 étaient proches des indices totaux ici. Pour terminer, voilà, l'idée c'était de montrer que des méthodes pouvaient être utilisées dans un autre domaine d'application, en l'occurrence donc des produits alimentaires, qu'on pouvait apporter un certain nombre de réponses à des questions qui se posaient pour savoir quelles étaient les variables les plus influentes par rapport à leurs problématiques à eux. Bon, c'est un premier travail qui nécessite d'être approfondi, mais voilà, de la sorte, ils espèrent pouvoir déterminer quels sont les paramètres au niveau industriel sur lesquels il faudra apporter plus d'attention pour essayer d'avoir une plus grande, je dirais, régularité au niveau de leurs produits finis. Je vous remercie. Merci pour cette présentation.